c'est un mot nouveau qui est un tabou. Mais les minorités se disent racisées. Alors j'aimerais que vous m'expliquiez la différence entre raciste et racialiste. Alors, en fait, la différence entre raciste et racialiste, c'est que le racisme est un suprématisme. C'est-à-dire, c'est l'idée que la dignité humaine se jauge à l'origine des individus. C'est-à-dire, vous avez un regard sur les autres qui est d'ores et déjà qui est fixé sur l'origine des gens. Et à partir de là, vous avez un préjugé. Donc le racisme, c'est une forme de préjugé lié à l'origine. C'est une estimation de la valeur des individus à l'aune de leur origine. C'est ça le racisme, c'est pas autre chose. Le racialisme, c'est l'idée qu'il y a un rapport, qu'il peut y avoir un rapport entre ce qu'on appelait autrefois les races et la civilisation et la culture. Par exemple, Churchill était un grand racialiste, mais un racialiste assumé. Il pensait qu'il existait une race britannique et que cette notion de race britannique était intrinsèquement liée à la civilisation britannique. C'est ça un racialiste. Pour autant, il n'était pas raciste, à la manière d'Hitler, c'est-à-dire qu'il n'était pas foncièrement suprématiste. Voilà, c'est ça la différence entre le racisme et le racialisme. C'est plus qu'un détail, Mais aujourd'hui, l'antiracisme d'État et l'antiracisme idéologique qui domine la sphère médiatique, en fait, fait une confusion intéressée, parce que c'est une idéologie, et met tout dans le même sac. Racisme, racialisme, xénophobie, et même une simple petite forme d'hostilité ou d'antipathie pour tel groupe humain ou tel autre. Vous avez le droit de ne pas ressentir d'affinité particulière pour tel groupe humain et avoir plutôt une affinité particulière pour un autre. On sait que, par exemple, les Français, en Indochine, se sont formidablement entendus, se sont très bien entendus avec les Vietnamiens. Ils se sont moins entendus avec les Algériens. Donc, on a le droit d'avoir des affinités pour un peuple ou pour un autre. Ça ne relève pas du tout du racisme. Ma deuxième question concerne le sexe. Alors, féminisme et minorité sexuelle, c'est un de vos chapitres. Qu'est-ce qu'on peut dire du vilain père et du méchant mari? Alors, en fait, ce que j'explique dans mon livre, c'est que dans les années 70, toute la grande idéologie qui dominait la gauche, c'est-à-dire l'idéologie de la lutte des classes, s'est effondrée. La gauche a choisi, au fond, le consumérisme. Et donc, à partir de là, il y a eu un changement de paradigme, comme on dit en sociologie, et d'une certaine manière, l'ennemi, ce n'était plus le grand bourgeois, c'était plus le capitaliste, c'était plus la classe dominante. L'ennemi, c'est le tout proche, c'est celui qui est à côté de nous, c'est l'anodin, c'est le banal, c'est le frère, c'est le père, c'est l'oncle, c'est l'homme dans son côté primaire, élémentaire, qui nous exploite sans s'en rendre compte lui-même. Et c'est de là qu'est venu, si vous voulez, l'aspect le plus virulent du féminisme, c'est-à-dire nous, les femmes, nous sommes opprimés dans la sphère privée et la vie intime, la vie privée est politique. C'est-à-dire le politique autrefois, c'était à l'extérieur de la vie privée, c'était à l'extérieur de l'intime. Le politique, c'était les luttes sociales, anticoloniales, économiques, etc. Et là, il y a eu un transfert idéologique, un transfert de la lutte sur le plan privé. Celui qui m'exploite, ben c'est mon mari, c'est mon frère à qui je repasse la chemise, etc. etc. Voilà, d'une certaine manière, ce qu'a développé, ce qu'a inoculé le féminisme radical dans nos mentalités. Ma troisième question concerne l'identité. Alors, vous écrivez « L'identité, c'est la rencontre en nous d'une origine qui vient plus loin que nous et d'un sentiment d'affiliation ». Est-ce que cette définition, d'une certaine manière, ne rappelle pas la traditionnelle relation à la paternité et la traditionnelle relation à l'adhésion filiale? Oui, il y a une relation. Je cite dans mon livre cette réflexion, cet axiome du fatal mouvement palestinien qui a fait son grand congrès en 1964 et qui dit, cet axiome dit, la personnalité palestinienne, elle est persistante et elle est liée à la transmission du père au fils. En réalité, notre identité, c'est ce qui, en nous, vient de plus loin que nous. C'est-à-dire, notre identité, c'est ce que nous n'avons pas complètement construit. Et c'est pourquoi les modernes ou refusent cette notion d'identité, parce que la modernité, c'est l'idée que le sujet s'auto-construit complètement lui-même. Or, en réalité,
Il y a une partie de nous-mêmes qui n'est pas construite, qui est en nous, qui nous a été donnée, qui nous a été attribuée. Alors, nous avons tous une relation à cette part de nous-mêmes. Cette part de nous-mêmes, ça constitue notre identité en grande partie. Vous dites que, vous écrivez, que le multiculturalisme, c'est le cheval de Troie de notre mauvaise conscience post-coloniale. Alors, il faudrait que vous nous en disiez un petit peu plus. Vous savez, on utilise des mots sans en connaître le sens. C'est ça la force de l'idéologie. Multiculturel, tout le monde utilise ce mot, mais qu'est-ce que ça veut dire? Multiculturel, si on prend le sens des mots du point de vue littéral, ça veut dire cohabitation de plusieurs civilisations dans un même espace. C'est ça. Parce que multiculture, ça veut rien dire. C'est l'idée vague qu'on a tous une culture, ça ne veut pas dire grand-chose. En réalité, c'est multicivilisationnel qu'on devrait dire. En réalité, c'est la croyance qu'une société peut abriter plusieurs identités civilisationnelles qui cohabitent les unes contre les autres, les unes sur les autres. Vous voyez, j'ai fait un lapsus. Avec les autres. Là-dessus, il y a un clivage fondamental. Il y a ceux qui croient à cette réalité, à ceux qui n'y croient pas. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que les sociétés multiculturelles, multicivilisationnelles, finissent toujours par s'affronter. Pourquoi? Parce que les identités collectives sont rivales. Il y a des jeux de rivalité entre elles, et elles entrent en rivalité les unes avec les autres. Et le problème du vivre ensemble, et de tous les progressistes, et de tous les humanitaires qui nous disent « mais oui, c'est une question de bonne volonté, il faut faire preuve de bonne volonté », c'est qu'ils confondent les relations entre les individus. Il peut y avoir des relations cordiales, des relations fraternelles entre un Arabe et un Européen, mais ça ne veut pas dire que les Arabes vont devenir des Européens et que les Européens vont devenir des Arabes. Et donc, les relations fraternelles que vous pouvez avoir avec un autre ne signifient pas une fusion ou une confusion avec l'autre. Et ça, en fait, l'idéologie, l'utopie multiculturelle a véhiculé ça. Pourquoi? Parce que c'était une manière, au fond, de soigner notre mauvaise conscience post-coloniale. Et ma dernière question, qui concerne l'universalisme, c'est est-ce qu'il existe d'autres valeurs qui puissent être antinomiques à l'universalisme? Mon livre n'est pas une destruction de l'idée universaliste. Il ne s'agit pas de mettre à la poubelle l'idée d'universel. Il s'agit de la repenser à l'aune des différences entre les cultures, des différences historiques, des différences entre les hommes. Nous sommes semblables parce que nous appartenons tous au genre humain, mais nous sommes aussi dissemblables, voilà, par nos mentalités, et nous sommes dissemblables par nos représentations. Or, une certaine conception de l'universel, et en particulier l'idée française, une certaine vision française de l'universel, est l'idée qu'il y a un homme universel, et que, comme par hasard, le français serait le parangon de l'homme universel. Ça remonte à très loin, ça provient en partie de notre rationalisme cartésien, l'idée que la raison, c'est la France, c'est le pays de la raison, etc. Robespierre, dans un grand discours à la Convention, a un jour prononcé cette phrase absolument inouïe. La France n'est pas n'importe quel pays, c'est le pays de la vérité. Il faut quand même le dire. Voilà. Il faut quand même. Donc, l'universalisme que je conteste, c'est cet universalisme-là. C'est la croyance que nous sommes la vérité. Et en nous libérant de cette illusion, nous nous libérons des autres, parce qu'en fait, nous avons un rapport avec les autres, un rapport de confusion. Nous croyons que nous avons cru que nous pouvions représenter les autres, et maintenant nous pensons que plus il y a d'étrangers en France, et plus nous sommes universels. Nous ne voyons pas à quel point nous sommes pris au piège de notre universalisme. Eh bien, Paul-François Paoli, merci pour vos réponses à mes questions. Bravo pour votre ouvrage qui, en fait, nous rappelle que nous ne sommes pas responsables d'être blancs, nous ne sommes pas responsables d'être européens, Coupable. et nous ne sommes pas coupables d'être républicains. Voilà.